Et si je vous disais qu'il y avait des films tellement choquants, tellement socialement radioactifs, que la société polie les a enfermés, pour être projetés seulement après la tombée de la nuit derrière des portes closes, et uniquement pour les courageux. Bienvenue dans l'envers obscur de l'âge d'or d'Hollywood, où sous l'éclat des lumières de studio et des starlets, des films controversés ont suscité l'indignation morale et déclenché des interdictions à l'échelle nationale. C'étaient des films qui ne pouvaient pas être diffusés à midi. Ils ne pouvaient pas être montrés à 20 heures. Ils étaient introduits clandestinement dans des créneaux de minuit, murmurés à voix basse, et regardés par ceux qui avaient soif de vérité, art ou scandale. Du blasphème à la libération sexuelle, des relations raciales aux représentations brutes de la dépendance, ces films ne faisaient pas que déclencher des réactions, ils les faisaient exploser. Alors tamisez les lumières, taisez vos préjugés, et rejoignez-nous alors que nous déroulons les bobines de 16 créations de l'ère classique si inconfortables qu'elles étaient pratiquement exilées à l'heure des sorcières. The Birth of a Nation, 1915. The Birth of a Nation de D.W. Griffith est à la fois une réalisation technique monumentale et l'un des artefacts les plus toxiques de l'histoire du cinéma. En tant que réalisateur, Griffith a été un pionnier des innovations, du montage alterné, des prises de vue panoramiques composites, de la mise en scène de champs de bataille à grande échelle qui ont façonné la grammaire même du cinéma. Pourtant, l'histoire qu'il a choisi de raconter était un conte de fées toxique, une glorification du Ku Klux Klan, en tant que gardien héroïque d'un Sud d'après-guerre de sécession, prétendument menacé par des sauvages, affranchis. La réaction a été immédiate et explosive. Les communautés afro-américaines se sont organisées, boycotts. De nouveaux chapitres de la NAACP ont déposé des pétitions pour une interdiction pure et simple. Interdiction. À Boston, Atlanta et New York, des manifestants ont envahi les rues. Lors d'une projection dans le New Jersey, des spectateurs furieux ont lancé des œufs sur le écran. Les journaux ont publié des éditoriaux avertissant que le film attiserait la haine raciale, et ils avaient raison. Sa popularité a contribué à alimenter la résurgence du clan au XXe siècle avec des recruteurs installant littéralement des tables devant les théâtres. Griffith a défendu le film comme une précision historique, citant même des historiens blancs contemporains pour masquer sa fantaisie suprémaciste blanche. Les éloges privés du président Woodrow Wilson, comme écrire l'histoire à la lumière de l'éclair, ont approfondi la blessure, confirmant à beaucoup que le film avait la bénédiction présidentielle. Pendant des décennies, les exploitants ont prudemment programmé le film en fin de soirée pour minimiser les émeutes. Même au XXIe siècle, le danger n'a pas disparu. Une relance prévue en 2004 dans un cinéma muet de Los Angeles a été annulée après des menaces d'incendie criminel. Aujourd'hui, les écoles de cinéma le projettent uniquement avec des avertissements exhaustifs et une protection académique, preuve qu'une bobine de celluloïd peut contenir à la fois du génie artistique et du poison culturel dans une seule boîte. Scarface, 1932. Bien avant qu'Al Pacino ne crie « Say hello to my little friend », Tony Camonte de Paul Mooney semait le chaos cinématographique sous le couvert de la nuit. Howard Hawks et le producteur Howard Hughes ont basé Scarface librement sur Al Capone, amplifiant la brutalité que les journaux étalaient en première page. Le public n'avait jamais vu des meurtres à la mitraillette rendus avec un tel souci du détail, ou un chef de gang aussi charismatique. Le bureau nouvellement habilité de Hayes à Hollywood est allé balistique. Les censeurs ont insisté sur 3 choses. Réduire le carnage, ajouter une morale « le crime ne paie jamais à la fin » et effacer l'insinuation dérangeante d'inceste entre Tony et sa sœur Seska. Un censeur a même exigé un prologue sous forme de conférence condamnant la violence des gangs. Hughes a tourné à contre-cœur des scènes alternatives, mais a également retardé la sortie, intenté des procès et alimenté des rumeurs auprès de la presse. Le résultat fut un hors-marketing involontaire. Des cinéphiles curieux ont rempli tout cinéma assez audacieux pour diffuser la version non censurée, ce qui signifiait souvent le créneau après les heures de fermeture lorsque les responsables municipaux étaient endormis. Les files d'attente s'étendaient sur les pâtés de maison. Certains spectateurs planifiaient des week-ends Scarface, prenant des trains vers des cinémas de minuit hors de l'État juste pour entrevoir un carnage interdit. Les critiques étaient partagées. Variety a loué son énergie féroce, tandis que les groupes civiques l'ont dénoncé comme un plan pour la jeunesse. Voyou. Le maire de Chicago a menacé d'emprisonner tout exploitant qui le projetterait. Pendant ce temps, Al Capone lui-même a visionné une copie privée et l'aurait soi-disant adoré. En fin de compte, Scarface a transformé minuit en une fournaise culturelle, l'heure où la violence, le style et la panique morale pouvaient coexister, vendant des billets par la poignée. Il a établi le modèle pour chaque film de gangster et chaque bataille de censure qui a suivi. Le hors-la-loi. 1943. Howard Hughes croyait que la controverse n'était pas un obstacle. C'était tout le budget publicitaire. Lloyd, hors-la-loi, un triangle amoureux dans un western poussiéreux, aurait dû être banal. Pourtant, la caméra de Hughes ne pouvait s'empêcher de caresser le décolleté de Jane Russell, encadré par un soutien-gorge ingénieusement conçu, qu'il avait secrètement. You spot Bernard hurting?
entièrement redessiné pour une portance maximale. Les censeurs du code Hayes ont réagi vivement, qualifiant la proéminence excessive de la poitrine et refusant l'approbation. Hughes a-t-il coupé les plans? Bien sûr. Pas. Au lieu de cela, il a téléphoné au ministre, au président du PTA et au matron de la Ligue de moralité, se faisant passer pour un citoyen préoccupé par un événement indécent à venir. Film. Les gros titres s'enflammaient. Hollywood essaie-t-il de corrompre nos filles? Le jour de l'ouverture, les manifestants étaient prêts, exactement comme Hux l'avait prévu. Quelques grands cinémas de ville ont accepté le risque, mais ont relégué le film dans des programmes de minuit. Des foules refoulées ont afflué. Certains venaient gronder, d'autres pour s'émoustiller devant des courbes interdites. Dans certaines villes, la police est arrivée en anticipant des émeutes, pour ne trouver que des fils ordonnés de smoking et de fourrure chuchotant. C'est ici qu'il passe le hors-la-loi. Le film lui-même est une fiction lente, mais les poses languissantes de Russell se sont imprimées dans l'imaginaire national. Life Magazine a publié un reportage photo. Les périodiques religieux ont publié des sermons. Les adolescents cachaient des cartes de lobby sous leur manteau. Les recettes de billets ont dépassé 5 millions de dollars. Astronomique pour un film que beaucoup de gens n'ont jamais vu avant 11 heures du soir. Hughes s'en est tiré triomphant, prouvant que la panique morale pouvait être réingénierée pour devenir de l'or au box-office. The Outlaw est devenu moins un western qu'une légende sur la manipulation marketing, la preuve que les gros titres désapprobateurs peuvent être plus retentissants que toute publicité payée. Publicité. Extase, 1933. Un préensoleillé, une baignade nue, une rencontre sans parole, et un orgasme féminin implicite. Ces quelques minutes d'extasie ont explosé dans l'Europe des années 1930 comme un ralenti bombe. Eddie Kaiser, âgé de 19 ans, plus tard Lamar, avait tourné ce que le réalisateur Gustave Machati voulait être une étude poétique de la frustration conjugale et de la passion retrouvée. La caméra ne montre aucun acte explicite, pourtant le visage de l'actrice exprime un plaisir indéniable. Les autorités catholiques a éclaté. Le pape Pie XI a condamné le film dans un discours au Vatican en 1935, dénonçant les spectacles obscènes. L'Office des douanes des États-Unis a saisi des copies. La Légion nationale de la décence l'a classé C, condamné. À Paris, le film était programmé dans des salons clandestins de minuit fréquentés par des artistes, des philosophes et des simples curieux. Les billets se vendaient des semaines à l'avance. Les diplomates tchèques suppliaient les exploitants de ne pas le promouvoir. L'attention seulement a grandi. Les journalistes ont surnommé Lamar la fille d'extase, éclipsant son génie ultérieur en tant qu'inventrice pendant la guerre, ayant co-créé la communication à spectre étalée. Pendant des années, les distributeurs américains grand public ont refusé de toucher le film. Cependant, des copies pirates de 16 mm vacillaient dans les sous-sols universitaires et les clubs après les heures d'ouverture, perpétuant son aura de tabou. Vue aujourd'hui, la scène semble douce, voire lyrique. Mais en 1933, l'idée de représenter le plaisir autonome d'une femme était impensable. Extase a entrouvert cette porte, même si la société essayait de la refermer. Les séances de minuit sont devenues son refuge. Un espace clandestin où le désir féminin pouvait littéralement surface. Babyface, 1933. Lily Powers commence son voyage dans un speakeasy enfumé, au-dessus du bar de la fabrique d'acier de son père, servant des boissons et repoussant les clients qui la tripotent. Une citation de Nietzsche. « Exploitez-vous. Soyez fort », déclenche sa transformation. Elle saute dans un train de marchandises en direction de New York et utilise le sexe comme un bélier de Wall Street, gravissant les étages, à l'intérieur d'un gratte-ciel d'une banque à Manhattan. Les spectateurs habitués à voir les femmes déchues punies étaient stupéfaits. Lily ne rampe jamais. Elle choisit les hommes avec une froide précision, échangeant des étreintes pour des promotions. Et quand ils s'accrochent, elle les écarte comme des manteaux hors saison. Le plus choquant, c'est que la caméra traite son ambition avec respect. Les commissions de censure ont vu rouge. L'Ohio a interdit le film, directement. La Pennsylvanie a exigé une nouvelle fin où Lily renonce à ses manières. Warner Brothers a inséré à contre-cœur un épilogue moralisateur pour la sortie générale. Mais dans les grandes villes, les cinémas ont discrètement échangé pour la version plus osée. Les spectateurs comparaient leurs notes. Votre copie avait-elle la ligne de Nietzsche? Est-ce qu'elle montait toujours sur ce bateau pour Paris? Ces minuits secrets ont engendré une légende. Dans les années 1940, les soldats américains de retour demandaient aux gestionnaires de quartier s'ils avaient encore la version haute. En 2004, des archivistes ont trouvé le négatif complet précode. Les critiques modernes ont salué Babyface comme un jalon proto-féministe, 70 ans avant Lean In. Stanwyck insuffle à Lily de l'acier, ses yeux mesurant les pièces comme un arpenteur, son sourire ne s'allumant que lorsque cela lui profite. Même la cinématographie renforce son ascension. Chaque séduction a lieu un étage plus haut que la précédente, jusqu'à ce qu'elle soit littéralement sur le toit du bâtiment.
Penthouse. Sous le manteau de minuit, la spectateur pouvait voir une femme gagner à un jeu d'hommes sans s'excuser, ce dont les théâtres de jour sont encore réticents aujourd'hui. She Done Him Wrong, 1933. Pourquoi ne viendriez-vous pas me voir un de ces jours? Avec cette invitation, Mae West a lancé une grenade de sous-entendus que Hollywood est encore en train de balayer. Situé dans un bar de la Bowery, She Done Him Wrong est moins une intrigue qu'une plateforme. Lady Lou déambule à travers une parade de prétendants, vend des diamants, lance des doubles sens et manipule chaque homme à sa portée. Ce qui perturbait les censeurs n'était pas seulement ses robes moulantes ou la façon dont elle disait « Bela, épluche-moi un raisin ». C'était le refus de West de se repentir. Le péché, dans son univers, est amusant et lucratif. Des groupes religieux ont manifesté. Des clubs de femmes ont dénoncé la corruption des jeunes esprits. Le Conseil de l'État de l'Ohio a interdit le film pour ses dialogues de mauvais goût flagrants. Le Nalder Elias, la solution de Paramount, des projections tardives dans les marchés où les objections étaient les plus fortes. Étonnamment, les critiques ont adoré. Le New York Times a qualifié West de cavalière de sauvetage pour l'industrie du cinéma. Wendell Berlier. À 66 minutes, il est devenu l'un des films les plus courts jamais nommés pour l'Oscar du meilleur film. Pourtant, les controverses ont hanté chaque reprise. Dans les années 1950, les chaînes de télévision ont essayé de diffuser des versions censurées. West a poursuivi en justice, exigeant que les blagues restent intactes ou ne soient pas diffusées du tout. Les projections de minuit ont persisté dans les cinémas d'exploitation et de revival, où les rires retentissaient comme un tonnerre souterrain chaque fois que West lançait un clin d'œil. Elle n'a jamais scié la première. L'acceptation intrépide par West de l'humour grivois a forcé le Hays Office à renforcer les règles. Mais cela a aussi prouvé que le public était avide de ce que les faiseurs de règles craignaient. L'histoire de Temple Drake, 1933. Les dirigeants de Paramount savaient que l'adaptation de Sanctuary de William Faulkner pouvait être désastreuse. Le mélange choquant de contrebande, d'enlèvement et d'agression sexuelle du roman choqua même les critiques littéraires endurcis. Pourtant, le studio recherchait le prestige et la vedette Miriam Hopkins. Le film terminé n'adoucit rien. Hopkins, incarnant Temple, la fille aguicheuse d'un juge, est prise en otage par le gangster Popeye, violée hors écran et forcée à prostitution. Le public de 1933 a reculé. Les critiques l'ont qualifié de « cloaque d'immondice morale ». Les politiciens du Sud ont appelé au boycott. Paramount a proposé des séances spéciales réservées aux femmes pour apaiser l'indignation, une tactique qui s'est retournée contre eux lorsque le mot s'est répandu que les femmes étaient des évanouissements. Les cinémas au Texas et au Tennessee ont refusé de le programmer. Là où il a été diffusé, les censeurs locaux ont coupé des minutes au point que l'intrigue à peine le bon sens. Les lieux de nuit, cependant, réintégraient souvent les séquences brutes, créant deux versions parallèles, une version édulcorée pour la journée et une édition nocturne sanglante et alcoolisée. Les spectateurs comparaissent leurs expériences comme des vétérans échangeant des récits de guerre. Le tollé convainquit les décideurs d'Hollywood d'appliquer le code Hays avec un nouvel enthousiasme à partir de mi-1934. Ironiquement, le film a disparu pendant des décennies, considéré comme trop toxique même pour les créneaux de nuit, jusqu'à ce que des archivistes le restaurent dans les années 1990. Les spectateurs modernes reconnaissent maintenant sa représentation frappante de la culpabilisation des victimes et de l'hypocrisie institutionnelle, des sujets encore douloureusement pertinentes. La dernière réplique de Temple, « Je ne sais pas si j'ai eu tort ou raison », flotte comme un point d'interrogation au néon sur le calcul moral rigide de l'époque. Et cela explique pourquoi le film devait se cacher dans l'ombre. La lumière du jour exigeait des réponses nettes. Minuit acceptait le désordre. Vérité. Angels with Dirty Faces, 1938. Rocky Sullivan sort de prison en souriant, une cigarette pendant à ses lèvres, incarnant le personnage populaire de l'époque de la dépression. Héros. Les enfants imitent sa démarche dans les jeux de rue. Le prêtre paroissial Pat O'Brien prie qu'il ne glamourise pas le crime. La véritable controverse. Le film laisse cette question s'attarder. Les censeurs ont d'abord applaudi le final moral sous la chaise électrique, jusqu'à ce que le public des avant-premières débatte d'un point crucial. Détail. Rocky a-t-il vraiment imploré la pitié, ou a-t-il simulé la lâcheté pour dissuader ses jeunes admirateurs? James Cagney joue ce moment avec ambiguïté. Nous voyons seulement sa silhouette se débattre. Les journaux religieux ont exigé un nouveau tournage pour clarifier la scène. Warner Brothers a refusé. Les conseils diocésains ont menacé de boycotter. Plusieurs villes du Midwest ont programmé le film exclusivement le samedi à 23h, préférant recevoir des plaintes sur les horaires tardifs, plutôt que des gros titres comme « Le prêtre condamne ». Cinéma. Les adolescents ont néanmoins rempli le balcon. À New York, les cinémas ont engagé d'anciens policiers pour maintenir l'ordre dans les files d'attente. La controverse a dopé le box-office et impacté les votants des Oscars. Cagney a obtenu une nomination. Le scénario a remporté l'or, mais la plus grande victoire a été culturelle. Les Anges aux figures sales a brisé.
Et MGM a coupé une demi-heure, soi-disant comprenant la castration graphique de l'artiste de trapèze, et a ajouté une fin plus légère. Pourtant, les journaux l'ont qualifié de « un affront à la dignité humaine ». La Grande-Bretagne l'a interdit jusqu'en 1963. En Amérique, les seules réservations régulières provenaient des programmes d'horreur de minuit, où l'esthétique des sideshows attirait déjà les amateurs de sensations fortes. Là, une transformation inattendue s'est produite. Les habitués acclamaient le chant de vengeance des artistes handicapés. Un des nôtres, reconnaissant le retournement moral de l'histoire. Des décennies plus tard, les chercheurs en études sur le handicap ont réhabilité Freaks en tant qu'empathie radicale et non exploitation. Mais en 1932, la bonne société ne pouvait affronter ses préjugés que dans l'obscurité après le dernier appel, lorsque l'empathie semblait moins menaçante que la condamnation en plein jour. Black Narcissus, 1947. Haut dans l'Himalaya, les nonnes de Sir Clodagh repeignent un palais battu par les vents autrefois utilisé pour les concubines. Des tapis de prière vifs claquent comme des oiseaux blessés. Les vents hurlent à travers les couloirs entreillis. Des ciels bleus poudrés cèdent la place à des couchers de soleil fiévreux, alors que l'isolement dénoue les répressions des sœurs. Les évêques britanniques ont condamné l'adaptation par Michael Powell et Emmerich Pressburger du roman de Rimmer Godden pour avoir dépeint des nonnes luttant contre des fantasmes érotiques, notamment la quasi-lust hallucinatoire de Sir Ruth pour un agent du gouvernement robuste. Lorsqu'elle traque finalement Clodagh le long d'une falaise, son rouge à lèvres écarlate flamboie contre son habit blanc immaculé, une image d'horreur qui a précédé l'exorciste de plusieurs décennies. Les commissions de censure ont coupé des dialogues, mais n'ont pas pu étouffer les visuels sensuels. En Irlande, les projections nécessitèrent l'approbation du clergé. Aux États-Unis, les exploitants ont trouvé un compromis en le programmant à 11h15 du soir. Des créneaux de spectacles artistiques destinés aux membres de clubs de cinéma plutôt qu'aux matinées paroissiales. Le bouche à oreille l'a qualifié de « film de nonnes trop chaud pour les dimanches ». Aujourd'hui, les cinéphiles saluent ses décors en peinture mate et sa terreur érotique. Mais à l'époque, la nuit permettait au public de confronter des impulsions interdites, le désir, le doute, la jalousie, sans le jugement du jour en retour. Les Innocentes, 1961. La pièce de Liliane Hellman a été montée en 1934, mais filmée près de 3 décennies plus tard, toujours radioactive. 2 directrices d'une école de filles deviennent les cibles d'une élève malveillante qui suggère qu'elles sont contre nature. Du jour au lendemain, les inscriptions s'effondrent, les créanciers attaquent et les campagnes de dénigrement se répandent comme de la moisissure. Le producteur-réalisateur William Wyler a esquivé les mines terrestres laissées par le code Hays. Pas de langage explicite, pas d'embrassade entre Audrey Hepburn et Shirley MacLaine. Pourtant, le monologue final de MacLaine, « Je t'aime vraiment », a brisé les tabous. Les critiques ont loué les performances, mais ont soutenu que le thème, l'instrumentalisation des rumeurs par la société, était morbide. Plusieurs circuits du Sud ont annulé les réservations. D'autres ont mis en quarantaine le film à minuit 5, après que les couples et les groupes d'église soient rentrés chez eux. Certains spectateurs sont entrés par les ruelles, craignant d'être reconnus. Pourtant, dans ces salles obscures, le film a résonné comme un diapason, exposant le coût des mensonges et la solitude des vérités non dites. La caméra silencieuse de Wyler laissait le public combler le silence avec ses propres angoisses, quelque chose qu'un silence de minuit rend assourdissant. M. Peeping Tom, 1960. Michael Powell nous invite derrière l'objectif de Mark Lewis, un assistant opérateur timide qui tue des femmes tout en filmant leur mort pour capturer la peur ultime. La presse britannique a réagi avec une virulence sans précédent. Le critique de The Observer a écrit « Le seul moyen vraiment satisfaisant de se débarrasser de Peeping Tom serait de le pelleter et de le jeter rapidement dans le tout à l'égout le plus proche. Les cinémas grand public l'ont retiré après 1 semaine. » Pourtant, le bouche à oreille, parmi les passionnés d'horreur, a suscité une seconde vie dans des séances de minuit bondées en double programmation avec Psychose. Quelque chose dans l'œil de la caméra de Lewis, reflétant la complicité du public, s'est avéré addictif. Les sociétés universitaires de Liverpool et de Leeds louaient des salles privées pour des projections à 23 heures, parfois suivies de débats sur l'éthique dans l'art. Scorsese a découvert le film dans un cinéma de reprise à New York dans les années 70 et a défendu les œuvres de la période d'exil de Powell. Aujourd'hui, les critiques le saluent comme un modèle de slasher et un essai sur le regard du spectateur. Mais en 1960, les citoyens avaient besoin de l'obscurité pour affronter l'idée que simplement regarder pouvait être un péché en soi. L'île des âmes perdues, 1932. Les écrans s'ouvrent sur le pont d'un cargo inondé par une pluie tropicale. Une caisse cabossée se tord, quelque chose crie à l'intérieur. Bienvenue sur l'île du docteur Moreau, où les animaux sont vivisectés en parodie bancale de l'humanité. Les effets de maquillage du film, comme des mains, des demi-masques collés aux acteurs en sueur, ressemblaient moins à des costumes qu'à des châtiments.
Les spectateurs chancelaient MGM à retrancher une demi-heure, ce qui, selon la rumeur, comprendrait la castration graphique de l'artiste de trapèze, et à ajouter une fin plus légère. Pourtant, les journaux l'ont qualifié de « un affront à la dignité humaine ». La Grande-Bretagne l'a interdit jusqu'en 1963. En Amérique, les seules réservations régulières provenaient des programmes d'horreur de minuit, où l'esthétique de spectacle de foire attirait déjà les amateurs de sensations fortes. Là, une transformation inattendue s'est produite. Les habitués acclamaient le chant de vengeance des artistes handicapés. Un des nôtres, reconnaissant le retournement moral de l'histoire. Des décennies plus tard, les chercheurs en études sur le handicap ont réhabilité Freaks en tant qu'empathie radicale, pas exploitation. Mais en 1932, la bonne société ne pouvait affronter ses préjugés que dans l'obscurité après le dernier appel, lorsque l'empathie semblait moins menaçante que la condamnation à la lumière du jour. Black Narcissus, 1947. Haut dans l'Himalaya, les nonnes de Sœur Clodagh repeignent un palais balayé par les vents autrefois utilisé pour les concubines. Des tapis de prière colorés claquent comme des oiseaux blessés. Les vents hurlent à travers les couloirs en treillis. Les ciels bleu poudrés cèdent la place à des couchers de soleil fiévreux, alors que l'isolement dénoue les répressions des sœurs. Les évêques britanniques ont condamné l'adaptation par Michael Powell et Emmerich Pressburger du roman de Rumer Godden pour sa représentation de nonnes luttant contre des fantasmes érotiques, le plus vivement celui de Sœur Ruth pour un fonctionnaire au charme brut. Agent. Lorsqu'elle finit par traquer Clodagh le long d'une falaise, son rouge à lèvres carmin flamboie contre son habit blanc éclatant, une image d'horreur qui a précédé l'exorciste de des décennies. Les commissions de censure ont coupé des dialogues, mais n'ont pas pu étouffer les visuels sensuels. En Irlande, les projections nécessitaient l'approbation du clergé. Aux États-Unis, les exploitants ont compromis en le programmant à 23h15, créneau de spectacles d'art commercialisés auprès des membres de clubs de cinéma, plutôt que lors de matinées paroissiales. Le bouche à oreille l'a surnommé le film de nonne trop chaud pour les dimanches. Aujourd'hui, les cinéphiles saluent ses sommets en peinture mate et sa terreur érotique. Mais à l'époque, minuit permettait au public de confronter des impulsions interdites, le désir, le doute, la jalousie, sans le jugement à la lumière du jour. L'heure des enfants, 1961. La pièce de Liliane Hellman a été mise en scène en 1934, mais filmée près de 3 décennies plus tard, encore radioactive. 2 directrices d'un pensionnat de jeunes filles deviennent les cibles d'une élève malveillante qui insinue qu'elles sont contre nature. Du jour au lendemain, les inscriptions s'effondrent, les créanciers se précipitent et les campagnes de rumeurs se répandent comme moisissures. Le producteur-réalisateur William Wyler a marché prudemment parmi les mines terrestres résiduelles du Code Hayes. Pas de langage explicite, pas d'étreinte entre Audrey Hepburn et Shirley MacLaine. Pourtant, le monologue final de MacLaine, « Je t'aime vraiment », a brisé les tabous. Les critiques ont loué les performances, mais ont affirmé que le thème, l'instrumentalisation des rumeurs par la société, était lugubre. Plusieurs circuits du Sud ont annulé les réservations. D'autres ont mis le film en quarantaine à minuit 5 du matin, après le départ des couples et des groupes d'église. Certains spectateurs se sont glissés par les ruelles, craignant d'être reconnus. Pourtant, dans ces salles obscures, le film résonnait comme un diapason, exposant le coût des mensonges et la solitude des vérités non dites. La caméra silencieuse de Wyler laissait le public remplir le silence avec ses propres inquiétudes, ce que le calme de minuit rend assourdissant. Emma, le voyeur, 1960. Michael Powell nous invite derrière l'objectif de Mark Lewis, un assistant caméra timide qui tue des femmes tout en filmant leur décès pour capturer l'ultime peur. La presse britannique a réagi avec une véhémence sans précédent. Le critique de The Observer a écrit « La seule manière vraiment satisfaisante de se débarrasser de Peeping Tom serait de le ramasser et de le jeter rapidement dans les égouts les plus proches. Les cinémas grand public l'ont retiré après 1 semaine. » Pourtant, le bouche à oreille parmi les aficionados de l'horreur a suscité une seconde vie lors de séances doubles de minuit, pleines à craquer, avec Psychose. Quelque chose dans l'œil de caméra de Lewis reflétant la complicité du public s'est révélé addictif. Des sociétés étudiantes à Liverpool et Leeds ont loué des salles privées pour des projections à 23 heures, parfois suivies de débats sur l'éthique dans l'art. Scorsese a découvert le film dans un cinéma de répertoire à New York dans les années 1970 et a soutenu l'ère d'exil de Powell. Travail. Aujourd'hui, les critiques le saluent comme un modèle de slasher et un essai sur le spectateur. Mais en 1960, les citoyens avaient besoin de l'obscurité pour affronter l'idée que le simple fait de regarder pouvait être un péché en soi. L'île des âmes perdues, 1932. Les écrans s'ouvrent sur le pont d'un cargo inondé de pluie tropicale. Une caisse cabossée s'agite, quelque chose hurle à l'intérieur. Bienvenue sur l'île du Docteur Moreau, où les animaux sont vivisectés en parodie chancelante de l'humanité. Les effets de maquillage du film, comme des mains, des demi-masques collés à des acteurs en sueur, semblaient moins être des costumes que des punitions.
Le public tituba. Les leaders religieux fulminaient au sujet de jouer à Dieu. 4 États américains ont interdit l'exhibition. La Grande-Bretagne a refusé un certificat pendant 25 ans. Paramount a remplacé le slogan original par un avertissement « Pas adapté aux enfants ». Pourtant, la seule fréquentation constante au box-office venait des séances tardives de films d'horreur, où même les adultes s'évanouissaient parfois. Derrière l'horreur se cachait une philosophie sombre. Si les bêtes peuvent être améliorées chirurgicalement, qu'est-ce qui sépare la civilisation de la sauvagerie? Les chants mélancoliques de Bela Lugosi, le loup-garou, « Ne sommes-nous pas des hommes ?» Une phrase qui résonnerait à travers les adaptations de H.G. Wells et les chansons rock de Devo des décennies plus tard. Island of Lost Souls a été pionnière de l'horreur corporelle bien avant que le terme n'existe. Et seuls les spectateurs de minuit avaient l'estomac, ou peut-être la curiosité, d'entendre le fouet de Moreau claquer dans la jungle éclairée par la lune. Et voilà, 16 films si explosifs qu'ils ne pouvaient être projetés qu'à minuit. Chacun est une grenade lancée contre les barrières morales de son époque, explosant parfois des carrières, redéfinissant parfois l'art lui-même. Alors, la prochaine fois que quelqu'un affirme que l'âge d'or d'Hollywood était tout en douceur et en éclat, parlez-lui des émeutes, des boycotts par l'Église, de la police devant les séances de minuit et demi, et des spectateurs qui entraient encore, les yeux écarquillés, leurs tickets tremblants, prêts à voir ce que la lumière du jour ne pouvait montrer. Si cette plongée dans le grenier interdit du cinéma a éveillé votre intérêt, n'hésitez pas à vous abonner, activez la cloche et restez à l'écoute. Nous avons encore des bobines cachées à dérouler, certaines choquantes, d'autres sublimes, toutes inoubliables.